d'abord d'Haïti et dans certains pays étrangers, notamment aux États-Unis, au Chili, en France, au Brésil, pour ne citer que ces pays-là. Mais au total, ou encore à l'origine, on avait prévu de marcher dans 68 pays, avec évidemment la décision à la dernière minute prise par la République dominicaine. L'évêque Grégory Toussaint pouvait donc compter sur des marches à travers 67 pays de la planète. Et aujourd'hui, quelques heures après, d'aucuns sont unanimes à parler de réussite de ce gigantesque mouvement Souffle pour Haïti. Grégory Toussaint est le promoteur de ce mouvement. C'est notre invité ce matin et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Pasteur Grégory Toussaint, bonjour et bienvenue sur Métropole. Merci d'accepter d'être avec nous. Bonjour Wendell, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation. C'est au terme d'une période, je dirais, de jeûne de 40 jours que vous avez organisé ce mouvement, je dirais, à travers le monde. Ouais, voilà. Au fait, nous sommes encore dans les 40 jours. Donc, on termine la semaine prochaine, Dieu voulant, donc le week-end, donc qui s'en vient. Donc, on termine. Donc, ça a été fait au cœur des 40 jours de jeûne et de prière. Est-ce qu'on prévoit un autre mouvement, une autre manifestation du même genre au terme réel, pour vous répéter, du jeûne? Eh bien, non, pour l'instant. Donc, comme on a dit, on a décidé de prendre l'initiative de faire cette marche parce que j'avais reçu ce message donc pendant le jeûne. Donc, pendant le temps de jeûne, donc la première semaine, donc j'ai reçu ce message vraiment de la part de Dieu. Donc, j'ai consulté tout d'abord mes collaborateurs immédiats et puis des collègues, n'est-ce pas, dans le ministère, etc., dans notre secteur. Et à partir de là, donc, on a décidé de lancer le projet. Donc c'est vraiment un projet qui a été initié par Dieu lui-même. Donc, c'est peut-être difficile pour certains de comprendre cela, mais la Bible dit la sagesse de Dieu, c'est la folie de l'homme. Donc, nous suivons vraiment les directives de Dieu. Vous suivez les directives de Dieu. Alors, si je me fie au témoignage de plusieurs fidèles, vous aviez déjà l'habitude d'organiser ce jeûne de 40 jours. Et Dieu vous a demandé de modifier les choses cette année. Pourquoi? Oui, exactement. Donc, on a l'habitude de faire les jeûnes de 40 jours. Donc, c'est la 9e édition cette année. Mais c'est la toute première fois que j'ai reçu une directive de la part de Dieu d'organiser une marche à l'intérieur des 40 jours. Ça n'a pas été fait auparavant. Donc, en ce sens, c'était quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Jusqu'où l'évêque peut parler de réussite? Eh bien, voilà, nous pouvons dire vraiment que c'était vraiment une réussite totale, dans la mesure où les gens sont sortis de partout, de tous les pays dans le monde. Et voilà, donc, écoute, il y avait des foules, donc à Miami, à Port-au-Prince, etc., au Cap-Haïtien. Mais moi, ce qui m'a touché, je dirais, c'est vraiment 2 images m'ont vraiment touché. La première, c'était une femme handicapée, donc paralysée, donc elle n'avait pas de pied, mais elle a décidé de faire la marche. Donc elle avait des béquilles, mais elle a décidé de faire la marche sur des béquilles. Ah, cela m'a interpellé. La deuxième image qui m'a interpellé, c'était
l'image d'une femme en Caroline du Sud, là où elle vivait, elle n'avait personne, elle a décidé de marcher toute seule. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas seulement la foule, mais cela nous montre comment il y a une soif dans le changement pour Haïti. Donc, je pense que c'est ce qui a interpellé les gens. Donc, cette marche a été organisée dans à peu près 3 semaines. Donc, c'est à peu près 3 semaines d'organisation. Donc, cela nous montre comment les gens vraiment ont soif d'un changement réel en Haïti. Donc, c'est la question que j'allais vous poser. La portée du mouvement est à la fois spirituelle et politique? Je dirais à la fois spirituelle et civique. Et pourquoi? Bon, moi, je ne suis pas dans le domaine politique, ce n'est pas mon domaine, mais par contre, en tant que citoyen, haïtien, donc je suis vraiment touché par la situation d'Haïti. Et je crois qu'en tant qu'Haïtien, j'ai un devoir civique à l'égard de mon pays, que ce soit en Haïti ou à l'extérieur d'Haïti. Donc je dirais, en ce sens, c'est un mouvement spirituel et civique. Donc le message est passé, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de petites déceptions ou bien petits pincements au cœur quand on sait que que vous avez prévu de marcher ou encore d'inviter les gens à marcher dans 68 pays. Or, les autorités dominicaines n'ont pas accepté que cette marche se déroule chez elles. Quelle est donc votre réaction? Ah bon, c'est bien malheureux, comme on a dit. Donc les autorités de la République dominicaine avaient déjà autorisé cette marche. La police l'avait déjà autorisé. Donc la mairie l'avait déjà autorisé. On avait les papiers et voilà, vendredi. Et on a fait une conférence de presse. Mais il semble que l'attente en République dominicaine, dans la communauté haïtienne, vraiment a mis le gouvernement dominicain en mode de panique. Mais si vous regardez les médias dominicains, le gouvernement dominicain a été sévèrement critiqué par les Dominicains. Donc vous allez suivre, et en ce sens, on pourrait parler d'une réussite en République dominicaine parce que vraiment, l'opinion publique vraiment a été partagée et reste encore partagée sur cette marche. Donc, il y avait il y a un quotidien qui s'appelle Listing Diario qui était pour. Donc, il y avait par contre OI, un autre quotidien qui était... non, OI, c'était pour du côté des Haïtiens et Listing Diario, c'était du côté du gouvernement. Donc, et là, vraiment, il y avait vraiment une déchirure au niveau non seulement des médias, de l'opinion publique. J'ai reçu pas mal de vidéos où des personnalités publiques, parmi lesquelles il y avait une sénatrice, il y avait d'autres personnes qui ont vraiment critiqué le gouvernement parce qu'ils ont dit, voilà, ça, c'est pas un signe, cela n'a pas envoyé un très bon signal dans le monde international en tant que pays démocratique. Donc, en ce sens, on pourrait dire c'était quand même une réussite dans la mesure où on a pu arriver à vraiment déchirer ou encore diviser ou encore partager l'opinion publique. Et généralement, l'opinion publique est généralement monolithique. L'opinion publique est monolithique en République dominicaine contre les Haïtiens. Donc, c'est vraiment un peu, pour la première fois que j'ai pu constater moi-même que l'opinion publique est partagée. Donc, il y a une partie, donc soit 50% en notre faveur et 50% en faveur du gouvernement. Donc, en ce sens, c'était bien. Il n'y a pas eu un manquement de la part de vos représentants en République dominicaine qui peut-être n'ont pas su démontrer le côté civique du mouvement? Non, c'était une décision politique. C'était une décision politique. Et je crois que le gouvernement dominicain ne s'attendait pas à recevoir autant de critiques de sa propre population. Donc c'était une décision politique, mais c'était une décision politique mal pensée.
À votre avis, pasteur, vous auriez fait sortir dans les rues combien de gens? Bon, mon équipe estime entre 500 000 à 1 million, mais ça dépend. Donc, bon, vraiment, c'est difficile de faire le décompte. Ouais. C'est ce que vous avez ciblé les capitales, quelques-unes des capitales parmi les plus importantes, telles que Paris. Vous étiez aussi à New York, à Boston, à New Philadelphie. Jersey, à Washington. Donc voilà, donc Philadelphia. Donc il y avait Ottawa, Montréal. Donc vraiment, dans plusieurs grandes capitales dans le monde. Mais je suis en train de regarder quelques images. Là, c'est des images de Port-au-Prince. Et là, pasteur, j'imagine qu'on est à plusieurs dizaines de milliers seulement sur Port-au-Prince. Ouais, exactement. Donc il y avait le Cap-Haïtien également, il y avait Gonaïves. Donc à Gonaïves, bon, c'était un peu partout, à Jacmel, Hinche, donc Léogane, on a reçu toutes les images, donc Nord-Ouest, donc Bassin Bleu, j'ai vu, donc ils étaient un peu partout. Et même à l'intérieur de Port-au-Prince, vous avez donc à Carrefour, ils avaient leur propre marche, Bon Repos, il y avait leur propre marche, donc et ce que vous regardez ici au Champ de Mars, donc c'est seulement une partie de la population parce qu'on avait donc c'était 3 branches, hein. Donc vous regardez l'une des branches ici. Je ne vais pas vous demander, Monseigneur, de révéler vos stratégies, vos plans non plus, mais comment vous avez réussi? C'est vrai, si ce n'est pas le cas, vous me le direz, c'est vrai que j'ai appris que vous seriez à la tête de plus d'une trentaine d'églises. Ouais, au fait, on est à 47 églises. 47 Ouais, on est à 47 églises, donc à travers le monde. Définitivement, les églises, la présence, le fait qu'on avait déjà une présence dans ces grandes capitales à travers nos églises, donc cela nous a aidés. Donc voilà pourquoi on va prendre une décision, bon, presque à la dernière minute. C'est généralement quelque chose de cette envergure prendrait des mois, pour ne pas même dire des années. Mais le fait le fait que nous avons des églises dans les différentes capitales du monde, donc nous avons des gens, donc cela nous a aidés. Donc je dirais, donc c'était la première des choses. Donc premièrement, la grâce de Dieu elle-même. Donc je pense que c'est important, le fait que on a reçu l'initiative de part de Dieu. Donc on ne veut pas timer l'élément surnaturel. Donc il y a la grâce de Dieu. Deuxièmement, la présence de nos églises dans ces grandes capitales. Et troisièmement, l'assistance des pasteurs. Vraiment là, les pasteurs sont vraiment, je dirais, surpris. Donc, il y a 933 pasteurs du secteur vraiment à supporter ce mouvement. Donc, 750 organisations de la société civile à participer. Donc, vraiment, c'était une grande... c'était vraiment je dirais pas une grande démonstration, mais ça a été fait dans l'unité. Donc je pense que c'est une démonstration de l'unité et ça nous fait comprendre la puissance de l'unité, comment on peut faire de grandes choses en très peu de temps lorsqu'on s'unit. Donc c'est un peu ça ce qu'on a vu hier. Très bien. 47 églises, 67 pays, plus de 700 organisations. Et le titre, je dirais, de ce mouvement, c'est Souffle pour Haïti. En quoi cela peut être utile, pasteur, ce qui s'est passé hier? En quoi cela peut être utile? Comme j'ai souvent dit, je l'ai mentionné plusieurs fois, que une marche, en réalité, en elle-même, je ne veux pas dire n'accomplit rien, parce que cela donne un sentiment d'accompagnement, un sentiment de collectivité, de mutualité, qu'on n'est pas tout seul, on ne se sent pas tout seul dans son combat.
Donc ça, c'est important. Le fait qu'on se sent, voilà, peut-être je suis à la maison, je ne peux pas manger, donc la sécurité, le problème d'insécurité en Haïti, donc ça me porte à la tête, donc il y a ça. Donc parfois, on souffre tout seul. Donc quand on sort ensemble, donc il y a ce sentiment que je ne suis pas tout seul. Il y a des gens qui sont en train de vivre la même situation. Il y a des gens qui me comprennent. Donc, il y a cet aspect. Mais sur le plan stratégique, je dirais, une marche, en réalité, ce qu'est, c'est une marche, c'est un levier de négociation. Donc, cela veut dire, donc le grand travail, vraiment, se fait après la marche. C'est après la marche. Donc maintenant, on peut se rencontrer avec des décideurs, les grands décideurs, donc je dirais politiques, à travers le monde et leur dire, voilà, vous avez vu la marche, vous avez vu les photos, donc donc quand moi, je pars, donc je suis en contact avec des sénateurs un peu partout, donc aux États-Unis, je suis en contact avec le gouvernement américain et d'autres gouvernements. Donc quand je vais leur parler plus tard pour leur dire, écoutez, c'est important de prêter attention aux cris des Haïtiens, donc leur montrer ces photos, ces vidéos, donc ça aide dans la négociation, donc pour dire que voilà, ce n'est pas juste le cri d'un pasteur ou d'un pasteur avec son église, mais il y a toute une population qui s'identifie donc à ce message et cela aide. C'est un petit peu comme Martin Luther King, quand il a fait sa marche en août 1963, pardon. Donc il a fait la grande marche, il a donné son discours I Have a Dream. Et juste après, donc il a eu une rencontre avec Kennedy pour lui dire, donc vous êtes obligé donc il faut que donc il s'est rencontré non seulement avec Kennedy, mais également avec le Congrès américain pour leur dire, donc il faut accorder aux Noirs le droit de vote aux États-Unis. Donc c'est ce qu'il a fait après. La marche a servi de levier en réalité pour pouvoir négocier donc le droit de vote des Noirs aux États-Unis. C'est un petit peu, tout au moins, ma logique. J'ai envie de comprendre, pasteur. Et là, vous avez parlé tantôt de l'unité. Et là encore, je crois avoir compris, pasteur, l'unité entre les Haïtiens en Haïti. Parce que hier, j'ai vu la mobilisation, j'ai vu les gens dans les rues. Et ce qui s'est passé dans diverses capitales, diverses grandes capitales du monde, aux États-Unis notamment. Je viens encore là de regarder les images. Vous pensez que cette démonstration de force découlant de l'unité des Haïtiens un peu partout à travers le monde, cette démonstration, disais-je, vous pensez pourrait en quelque sorte influencer les décideurs haïtiens? Parce que quand même, ce sont eux qui dirigent et qui sont à la barre. Vous pensez que finalement, on peut utiliser cette démonstration pour changer l'ordre des choses en Haïti? Oui, ça devrait donc influencer les décideurs en Haïti. Parce que, voilà, quand on est là, donc les décideurs en réalité nous sommes aux États-Unis, nous utilisons l'expression public servant. Donc nous sommes là pour servir le public, nous sommes là pour servir le peuple. La souveraineté en réalité réside finalement réside dans les mains du peuple, n'est-ce pas? La souveraineté, c'est ça. Donc, si le peuple, comme on dit souvent en Haïti, donc si le peuple souverain a exprimé sa volonté, c'est la responsabilité des leaders politiques de prêter attention à ce que disent les gens, à ce que disent la population, à ce que disent les gens qu'ils servent. Donc cela devrait interpeller les décideurs politiques en Haïti et également à l'extérieur d'Haïti. Sauf pour Haïti, là, c'est un pays, selon vous,
c'est un pays qui est en passe d'être asphyxié, là, qui a besoin de respirer. C'est tout comme le cri de ce noir qu'on était en train George Floyd, et qu'on était en train d'asphyxier, que le blanc était en train d'asphyxier. Ce message-là ne concerne pas seulement les autorités haïtiennes. Ce message souffre pour Haïti. Si vous avez pris la décision d'organiser ces marches à New York, au Canada, en France et autres, c'est qu'il y a aussi un message que vous entendiez faire passer, que vous avez souhaité retentir, je dirais, dans les oreilles des autorités du monde. Oui, certainement. Certainement. Donc, le message aux autorités du monde, et particulièrement à la communauté internationale, c'est que nous autres qui vivons en diaspora, nous sommes concernés par la situation d'Haïti. Et nous sommes conscients de notre force, particulièrement aux États-Unis. Donc, je pourrais vous donner quelques chiffres. Par exemple, nous autres, nous avons quand même un ministère de médias, Radio-Télé Shekinah. Donc, quand nous faisons nos 40 jours de jeûne, donc on n'a pas toutes les données pour cette année parce qu'on n'a pas encore terminé les 40 jours de jeûne pour l'année 2023, mais disons par exemple l'année 2022. Quand on a fait les 40 jours de jeûne, donc il y avait à peu près 5 millions de personnes qui avaient suivi à travers le monde entier. Donc, je n'ai pas dit 5 millions de vues, hein, j'ai dit 5 millions de personnes. Donc, cela veut dire que cela s'identifie par des adresses email uniques, donc sur YouTube. Donc, c'est ce qu'on appelle visiteurs uniques, n'est-ce pas? Donc, il y a eu à peu près 5 millions de personnes à travers le monde qui avaient suivi les 40 jours de jeûne. Parmi ces 5 millions de personnes, il y en avait 2 millions qui étaient aux États-Unis. 2 millions qui étaient aux États-Unis. Maintenant, selon le gouvernement américain, 61% des Haïtiens qui vivent aux États-Unis sont naturalisés ou encore sont américains. Donc 61% sont naturalisés. Et pour nous autres, dans la grande famille Shekinah, nous avons fait notre sondage également et nous avons trouvé 70%. La raison, c'est parce que, nous avons un ministère qui attire les jeunes, qui attire beaucoup de jeunes, et beaucoup d'entre eux sont nés aux États-Unis ou bien ont grandi aux États-Unis. Donc, on a compris que c'est un peu plus élevé. Donc, si vous regardez, donc on parle de 70%. Donc, je pars seulement pour le ministère Shekinah. Hein. Donc, dans le ministère Shekinah, on parle de 2 millions de personnes qui suivent aux États-Unis, 2 millions d'Haïtiens, Haïtiens américains qui suivent aux États-Unis, et 70% d'entre eux peuvent voter. Donc, 2 millions d'Haïtiens, 70% d'entre eux peuvent voter. Cela veut dire que nous avons au moins seulement les gens qui sont connectés au ministère Shekinah. Nous regardons ici 1 400 000 Haïtiens qui peuvent élever leur voix, qui peuvent utiliser leur puissance de vote dans une élection. Donc voilà, il faut, dans les élections, donc il faut utiliser cette puissance. Donc on a voulu quand même faire retentir ce message aux oreilles des autorités américaines pour leur dire que nous autres Haïtiens aux États-Unis, nous sommes capables de décider une élection présidentielle aux États-Unis. Si vous vous rappelez, la dernière fois qu'il y avait la contestation entre George Bush et Al Gore, donc les élections ont été décidées par seulement 500 000 voix populaires. Al Gore a remporté les votes populaires, donc a eu le gain de la vote populaire simplement avec 500 000 voix. Donc cela veut dire, si nous autres, seulement dans le ministère Shekinah, je ne parle pas maintenant de toute la grande communauté haïtienne à travers les États-Unis, donc cela veut dire, si on regarde la grande communauté, nous sommes capables de faire basculer vraiment une élection américaine, une élection présidentielle aux États-Unis. Et ça, c'est important. C'est important donc qu'ils le sachent. Donc, avec cette puissance, on peut leur dire, écoutez, vous allez devoir mieux traiter et mieux agir envers Haïti. Donc, on peut utiliser cela. OK. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai vu une marche en France. Oui. À supposer que le président français regarde ce qui se passe chez lui à travers les rues,
il pourrait par exemple lire Souffle pour Haïti et se demander, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent ces Haïtiens? Souffle pour Haïti, ça veut dire quoi? Plus près de nous, aux États-Unis, l'Américain peut se dire, mais ils sont dans les rues, Souffle pour Haïti. What they want exactly? Why? Souffle pour Haïti. What does that mean? Et si, par exemple, on vous demande qu'est-ce qu'ils veulent exactement par ordre de priorité, vous diriez quoi? Ils veulent de la sécurité, ils veulent que les Blancs cessent de s'immiscer dans les affaires haïtiennes. Est-ce que c'est vrai qu'ils veulent que nous cessions de nous mêler de leurs affaires? Est-ce que vous avez réfléchi à une réponse qu'on pourrait vous poser, le cas échéant? Oui, oui. Donc, Souffle pour Haïti, c'était en réalité le thème global, ou encore ça, c'est l'aspect marketing des choses, n'est-ce pas? C'est là ou encore l'aspect communication des choses pour que donc le public puisse s'identifier au mouvement, mais on a des objectifs précis qu'on a communiqués aux autorités. Donc, nous avons quatre objectifs précis. Numéro 1, c'est que cette marche, c'était d'abord pour assumer notre responsabilité en tant que gens ordinaires. Maintenant, ça, c'est important. Généralement, quand on fait une marche, c'est pour vraiment mettre de la pression donc sur les autres. Donc, en ce sens, cette marche était différente pour dire que, voilà, nous, avant de mettre la pression sur les autres, nous aimerions mettre de la pression sur nous-mêmes pour dire que nous autres, Haïtiens ordinaires, hommes ordinaires, citoyens ordinaires, nous voulons assumer notre responsabilité à l'égard de notre pays. Et ça, c'est important parce que on sait que il y a les grands changements de la société se font quand les gens ordinaires assument leurs responsabilités. Vous regardez, par exemple, je veux dire, bon, on commence par exemple sur le plan spirituel. Jésus-Christ a commencé avec des pêcheurs de poissons. La révolution française a été faite par des gens de classe moyenne et de basse classe, n'est-ce pas? La révolution américaine, de la même manière, c'était des commerçants, etc., des cultivateurs, donc qui ont fait la révolution haïtienne, américaine. On regarde aux États-Unis le grand mouvement civique, n'est-ce pas, qui a pu accorder aux Noirs le droit de vote après plus de 300 ans d'oppression aux États-Unis. Mais ce mouvement a commencé par une couturière, donc une femme qui s'appelait Rosa Parks, qui a refusé de laisser sa place, de céder sa place à un blanc. Donc, etc., etc. En Haïti, la révolution haïtienne a commencé avec des esclaves, n'est-ce pas? Donc, en réalité, les grands changements dans la société se font quand les gens ordinaires se lèvent. Oui, mais si on vous demande, pasteur, si on vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Ou bien, ils sont dans les rues, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Non, alors, comme je disais, la première chose, c'était ça. C'était éveiller cette conscience en nous. Maintenant, en ce qui a trait au gouvernement, c'était deux choses pour nous autres, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et on avait de différents messages. La stratégie qu'on a utilisée hier, c'est qu'on a compris qu'on était en train de cibler de différentes capitales et de différents pays, différents gouvernements. Ce qui est valable aux États-Unis n'est pas nécessairement valable au Canada ou valable en France. Donc, voilà ce qu'on a fait. Par exemple, aux États-Unis, vous allez remarquer qu'on avait donc une banderole qui disait « Pass the bill ». Pass the bill S-396. OK? Maintenant, ça, c'est un projet de loi qu'on a maintenant au Congrès américain, donc qui demande trois choses. Numéro un, que la communauté de renseignement des États-Unis mette à la disposition du public les informations, les informations que eux ils possèdent sur les gens qui financent les gangs en Haïti, ok, et qui les supportent. Donc ça, c'est la première chose que demande ce projet de loi. Deuxièmement, ce projet de loi demande qu'on annule leur visa. Et troisièmement, s'ils ont des biens aux États-Unis, eh bien qu'on gèle leurs biens aux États-Unis. On pourrait vous dire qu'on a déjà commencé.
On a déjà commencé. On a déjà commencé, mais je crois que les États-Unis peuvent être plus précis par rapport à cela. Donc, des noms sont sortis, mais nous n'avons pas vraiment beaucoup d'explications par rapport à cela. Donc, cette loi demande un peu plus de transparence des États-Unis par rapport à la situation d'enlèvement, d'insécurité en Haïti et d'être plus direct. Pasteur Grégory Toussaint. Ça, c'est pour les États-Unis. D'accord. On va observer une pause et on revient tout de suite après pour d'autres questions. Évidemment, on n'aura pas beaucoup de temps à passer ensemble, mais justement, on pourra vous poser quelques petites questions pour terminer. Merci encore une fois de votre disponibilité à Métropole et à tout de suite. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'évêque Grégory Toussaint, promoteur de cette grande marche qui s'est déroulée à travers le monde, à travers les différentes capitales du monde, hier, 9 juillet. C'est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt et à